On enchaîne rapidement avec Monsieur Vincent Jarousseau, qui est photographe et réalisateur. Il a publié 3 ouvrages documentaires sous forme de romans photos. Je ne vais pas donner les titres comme ça qui sont là. Donc, je lui laisse la parole avec sa communication, le roman photo documentaire pour faire parler la photographie. Merci. Merci à toutes et à tous, et merci à Daniel Méo pour l'invitation. Voilà, donc moi je suis venu vous parler de ce que je produis maintenant depuis bientôt près de 10 ans. Donc je suis à la base plutôt photojournaliste. Et c'est vrai que depuis maintenant 10 ans, j'ai fait le choix de m'inscrire dans des démarches, disons, dites documentaires et sur des travaux, disons, au long cours, qui se sont d'emblée inscrits dans une démarche éditoriale et de diffusion. Voilà, moi je suis très attaché en fait au fait que nos travaux photographiques puissent trouver un public assez large. Et c'est vrai que je me suis un petit peu interrogé au début de mon parcours sur la portée que pouvait avoir mon travail. Sachant que c'est vrai, c'est un peu le sujet du jour, on peut faire le constat que malheureusement une grande partie de l'édition photographique reste finalement assez confidentielle. Souvent, enfin, c'est un peu la blague que l'on fait entre nous, entre photographes, c'est que parfois on fait des livres photos pour nous photographes et finalement pas pour les autres. C'est quand même une réalité. Donc j'ai commencé un projet avec une historienne qui s'appelle Valérie Gounet. Donc j'ai souvent travaillé dans mes démarches avec des chercheurs en sciences humaines et en sciences sociales. Et en 2014, donc, je fais la rencontre de Valérie Gounet, qui est une spécialiste de l'extrême droite. Et nous décidons de travailler sur les électeurs du Front National, de faire une démarche et de nous rendre dans des villes gérées par le Front National pour aller à la rencontre de ses habitants, de ses élus et de ces territoires. Donc pour cela, on décide de se poser pendant 2 ans dans le nord de la France, à Hénin-Beaumont, à Hayange en Moselle, en Lorraine, et à Beaucaire dans le Gard. Donc évidemment, c'est une démarche véritablement engagée, qui s'inscrit dans une certaine durée. On part sur un projet qui a une finalité d'un projet d'édition de livres, de photographie documentaire. Mais au début de ce projet, on n'a pas forcément l'idée de partir sur un roman photodocumentaire, sachant que c'est un genre qui n'existe pas véritablement ou qui n'a pas existé jusqu'alors. On commence un travail sur le terrain en tâtonnant, mais dès le départ, dans sa méthodologie, Valérie tient à recueillir la parole des gens par l'enregistrement. Donc on a cette matière, on a une double matière qui est donc un travail de restitution photographique, d'information évidemment, et d'enregistrement de la parole. On a un premier échange au bout de 6 mois de travaux avec Patrick de Saint-Exupéry, qui à l'époque est le rédacteur en chef de la revue 6 mois, la revue 21, bon, qui est la petite sœur, enfin la grande sœur plutôt de la revue 6 mois. Et c'est suite aux échanges avec Patrick de Saint-Exupéry qu'il nous suggère cette idée un peu assez originale et singulière, on va dire, de contourner finalement les codes du roman photo pour en faire un objet documentaire. C'est-à-dire, en gros, d'agencer des séquences à partir des photographies qui sont produites et d'y adjoindre des bulles, comme dans une BD ou un roman photo. Et dans ces bulles, on retrouve des retranscriptions, des enregistrements, des dialogues, des interviews qui ont été faites avec les différents protagonistes. Donc, il y a un premier extrait qui est publié dans la revue 21 en janvier 2016, pour être tout à fait précis. Donc, au départ, évidemment, c'est une approche qui est complètement expérimentale. On travaille, donc on est en 2015. On travaille, quand je dis qu'on travaille de manière artisanale, y compris dans la mise en forme, on essaye d'imaginer ce que peut donner des planches en associant des tirages basiques, photocopiés. On fait des essais, en fait, comme ça, en scotchant on peut voir ça sur les photos derrière,
en scotchant donc ces différentes photos, en les agençant et en prévoyant les bulles pour ensuite donner ce travail à un graphiste qui fait une mise en forme, évidemment, pour la publication définitive. Et donc, on a cette première petite publication dans la revue 21, qui fait 11 pages, pour être tout à fait précis, qui s'inscrit, vous savez, à la fin de cette revue, il y a toujours une bande dessinée d'actualité de reportage. Et finalement, le roman photo vient remplacer cette BD de reportage. Donc c'est un reportage, là, pour le coup, qui est uniquement consacré à la partie de notre travail qui se fait à Hayange. Et donc, voilà, c'est un projet qui a un certain écho. Il est ensuite publié dans la revue Harper's aux États-Unis. Il est repris vraiment comme tel. Et ensuite, on fait une première restitution à Hayange à sa sortie dans un café, puisqu'il n'y a pas de librairie sur place, auprès des habitants, auprès des gens qu'on a pu rencontrer sur place. Donc on teste d'une certaine manière la portée de ce type de travail et la résonance qu'il peut avoir pour les premiers intéressés d'une part, mais aussi pour les habitants du coin qui ne sont pas forcément dans la séquence, dans le livre, enfin dans la publication. Ce qui est assez intéressant, si vous voulez, c'est que d'emblée, dans ce test, en fait, on se rend compte que c'est un objet éminemment démocratique, c'est-à-dire qu'on propose d'une certaine manière un objet qui est extrêmement accessible, et on revient d'une certaine manière aux sources de la photographie, qui est un moyen extraordinaire finalement pour aborder des sujets parfois complexes et difficiles, notamment des sujets sociaux, politiques. Voilà. Donc, on décide de poursuivre cette aventure, en lien cette fois-ci avec la maison mère à l'époque de la revue 21, à savoir les éditions Les Arènes. Et on poursuit ce travail jusqu'au bout, et ça donne la naissance du premier ouvrage, L'Illusion nationale, en février 2017. Alors, je suis évidemment, je pourrais répondre à vos questions, je ne vais pas forcément rentrer tout de suite dans la fabrication du livre et les détails de son élaboration, mais si vous voulez, on a vraiment avancé au début dans une véritable forme d'expérimentation. Ce n'était pas encore une écriture complètement aboutie. On a, d'une certaine manière, bricolé, mais du moins, on a mis en place, voilà, évidemment, un séquentiel, des chapitres. Il y a tout un travail évidemment d'édition qui était extrêmement important, puisque faire du roman photo sur une base documentaire, ça suppose aussi une hyper-production finalement d'images, beaucoup plus importante du moins que sur un travail photographique plus classique, puisqu'il n'y a aucune mise en scène en fait dans les séquences que l'on peut voir dans le livre. Voilà, donc ça c'est la couverture de l'Illusion nationale qui sort en février 2017. Alors moi je voulais insister un petit peu, je ne suis pas là pour parler, si vous voulez, du contenu, mais plus du contenant et de la portée du contenant dans cette conférence, parce que je pense que c'est quand même ce qui nous intéresse ici aujourd'hui. Donc ce qu'il faut voir, c'est aussi la portée de ces différents ouvrages. Donc voilà, je vous montre quelques planches pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc on fait le choix du noir et blanc sur le premier livre. C'est un choix, je dirais, qui est porté à la fois par le sujet, mais aussi, je ne vais pas me le cacher, qui est une forme de facilité. C'est quand même beaucoup plus simple graphiquement sur ce type d'ouvrage de faire du noir et blanc. Moi, je ne me sentais pas capable à l'époque encore de partir sur de la couleur. C'est un travail qui est principalement porté sur les gens, comme on peut le voir derrière, mais aussi sur l'environnement. Donc on a des successions de séquences où on rencontre ces électeurs, ces habitants de ces villes gérées par le Front National, mais aussi il y a l'idée de parler de la forme de ces villes, pour paraphraser Julien Gracq, parce que ces territoires racontent aussi une histoire sociale, une histoire politique, qui a une incidence sur le présent extrêmement forte. Donc là, par exemple, la planche que l'on voit avec Hénin-Beaumont derrière nous, c'est à la fois le passé minier, industriel, et le présent commercial, pavillonnaire, et incarné aussi par ce jeune du coin que l'on retrouve là. Voilà. Donc d'autres planches. Donc
Donc évidemment, on a travaillé avec un directeur artistique, donc ça c'est aussi la force de frappe de la maison d'édition. Ça suppose, quand on fait du roman photo, de couper ses images, d'accepter même des détours, hein, comme on peut le voir sur une précédente image. Ça suppose évidemment d'insérer des bulles, ce qui n'est pas forcément une évidence pour un photographe, mais moi je l'accepte bien volontiers parce que j'ai la conviction, si vous voulez, que ça répond à la forme de travail que je porte, c'est-à-dire un travail qui allie à la fois une représentation par l'image, mais une restitution de la parole des gens que je peux suivre. Voilà, moi je ne conçois pas de faire un travail documentaire sans restituer cette parole, et surtout de la restituer de manière vivante. Hein, c'est-à-dire que pour ce type de travail documentaire, c'est vrai que un texte, image ou des légendes augmentées, ça ne me satisfait pas à titre personnel. Donc quelques mots quand même sur la portée de l'Illusion nationale. C'est un livre qui sort en février 2017. Il y a sa couverture médiatique qui est très inhabituelle pour un livre de photographie documentaire, puisqu'on a la chance d'avoir de nombreux articles dans les médias, y compris en presse télé, en presse, dans les médias de radio, ce qui permet une large diffusion du livre, à la fois avec de nombreuses rencontres organisées. Bon, on n'en est qu'à 25 rencontres sur l'Illusion nationale, vous verrez par la suite, et un bilan de 8000 exemplaires vendus pour ce premier ouvrage, ce qui n'est quand même pas rien dans le paysage du livre aujourd'hui. Hein. C'est quand même un livre grand format. Voilà. Donc on lance, avant même la sortie d'Illusion nationale en février 2017, moi je repars sur un nouveau projet, cette fois-ci seul en termes d'écriture. Je décide de travailler du côté de Valenciennes à Denain, qui est l'une des villes les plus pauvres de France, à partir de l'automne 2016, sur un projet qui n'est pas complètement clair au départ. C'est-à-dire que moi, c'est un territoire qui m'intéresse. Je suis un petit peu dans la continuité aussi de mon travail précédent sur l'extrême droite, mais là, j'ai envie de m'intéresser un petit peu plus à la question sociale et aux gens, enfin, à passer plus de temps, peut-être avec moins de protagonistes, mais de manière plus approfondie. Et assez rapidement, je décide de travailler sur la thématique des mobilités, et en particulier des mobilités des classes populaires. Et j'ai la chance, à l'époque, de rentrer en contact avec un institut de recherche qui s'appelle le Forum Vie Mobile. C'est un institut qui finance des travaux de recherche avec des universitaires, des sociologues particulièrement. Et on travaille sur cette notion de mobilité, aussi bien les mobilités quotidiennes, pendulaires, que des mobilités résidentielles. Et l'idée, c'est d'aller finalement vers la France des somewhere, pour reprendre l'expression de David Goodhart. Cet essayiste anglais, hein, qui a un peu théorisé cette opposition entre les somewhere et les anywhere. Voilà, je vais suivre plusieurs familles, hein, de cette ville de Denain, dans leur diversité. Hein. Il y a des gens qui travaillent, d'autres non, sur cette thématique des mobilités. C'est un travail qui va s'étaler donc jusqu'à la fin de l'année 2018, au début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, qui est une élaboration qui se fait vraiment en lien avec ces chercheurs et qui aboutit en mars 2019 à la sortie de ce livre qui s'intitule « Les racines de la colère », qui va rentrer là aussi en résonance très très forte avec l'actualité de l'époque, on est au début du mouvement des Gilets jaunes, et le livre en fait raconte, sans que je le sache au départ, un peu la genèse et les ferments de la naissance de ce mouvement social. Voilà, donc je vais vous montrer quelques planches de l'ouvrage. Donc à la différence de l'Illusion nationale, on a adjoint un peu de bande dessinée avec le dessinateur Eddie Vaccaro en ouverture du livre, pour raconter en fait le passé de la ville de Denain, et notamment la fin des 30 Glorieuses et l'effondrement de l'activité de la sidérurgie, puisque ça a été un haut lieu de la sidérurgie. On a entendu parler de Longwy tout à l'heure, il y a eu aussi Denain à la même époque. Bande dessinée qui est fabriquée à partir des témoignages, évidemment, des personnes que j'ai vues sur place, hein, toujours de la retranscription, mais aussi construit à partir de photos d'archives, et notamment d'archives familiales. C'est-à-dire que les personnes que je rencontre à Denain m'ouvrent leurs albums de famille,
Et donc, c'est un mix entre des archives familiales et des photos d'archives de presse sur l'époque. Donc voilà, quelques exemples de planches. Donc cette fois-ci, on passe à la couleur. Donc il y a toujours cette articulation très forte dans ces vies, hein, entre la dimension professionnelle et familiale. On est beaucoup dans les intérieurs et dans l'intimité de ces personnes. Pourquoi on parle du travail? Parce que il faut s'y rendre au travail. Donc il y a cette dimension évidemment des mobilités. Il s'agit évidemment de capter des instants, mais jamais, il n'y a jamais de voyeurisme. L'idée, c'est toujours d'être le plus juste possible, voilà, pour essayer de donner à comprendre sur ces fractures sociales qui traversent notre pays. Alors oui, quand même un point important, et c'était vrai pour l'Illusion nationale, c'est vrai pour tous mes autres livres. Je vous ai parlé d'enregistrements qui sont retranscrits. Évidemment, l'idée, c'est de ressortir vraiment l'essence à la fois des images, mais aussi des entretiens, des dialogues. Donc on en restitue une toute petite partie. Donc pour pas trahir finalement le propos des personnes que je peux suivre, il y a un système de validation, de relecture. Ce sont elles qui relisent et qui valident ou non, qui amendent certains passages. Voilà. Il y a vraiment l'idée aussi d'être dans une démarche participative. Je sais que le mot est un peu galvaudé, mais il y a cette idée d'associer complètement les personnes que je peux suivre dans mon travail et de faire en sorte qu'elles deviennent des actrices de cette démarche documentaire. Alors, les retombées des racines de la colère, encore, excusez-moi d'insister là-dessus, mais c'est vrai que c'est un livre qui a eu la particularité de sortir à un moment très particulier. Hein. Il est rentré vraiment en résonance avec le mouvement des Gilets jaunes, donc il a particulièrement bien marché. Il a surtout été... voilà, et pour moi, écrire un livre, c'est pas uniquement le publier, faire une promotion et puis passer à autre chose. Je ne conçois pas de ne pas partager en fait mes ouvrages avec les lecteurs, avec les publics, parce que il n'y a pas un public unique, et il y a aussi l'idée d'aller chercher des publics qu'on n'a pas l'habitude de trouver dans l'édition en général et dans l'édition photographique en particulier. Et donc les Racines de la colère, ça a été une 60aine de rencontres dans des lieux très variés, des librairies, des médiathèques évidemment, mais aussi beaucoup de lycées, d'universités, de grandes écoles, de festivals. Et à l'arrivée, c'est vrai qu'il y a un effet de sédimentation, donc des rencontres qui ne sont pas des séances de dédicaces, quoi. C'est des rencontres vivantes avec des échanges. Il y a eu aussi plusieurs expositions à partir de ce travail aux Archives nationales, dans le cadre d'une exposition qui avait été organisée justement par l'Institut de recherche dont je vous parlais, le Forum Vie Mobile, qui avait organisé cette exposition mobile-immobile, parce qu'il faut savoir que le Forum Vie Mobile finance aussi des travaux de création artistique et notamment photographique. Ils ont d'ailleurs organisé depuis un travail avec le collectif Tendance Floue. Et puis, il y a eu une exposition à l'Université du Havre, à la Maison de la Photo à Lille. Donc, c'est un livre qui a aussi obtenu le prix France Info de la BD d'actualité et de reportage. Voilà, donc on est dans un colloque sur la photographie, mais voilà, moi, si vous voulez, je suis dans une forme qui n'est pas véritablement de la BD, qui n'est pas véritablement de la photo telle qu'on peut l'entendre aujourd'hui. C'est un peu tout ça à la fois, mais moi, ça ne me pose aucun souci. Le livre a été traduit en allemand, il est sorti en Allemagne et en Autriche un an plus tard, en 2020, en plein Covid. Ça, c'était moins bien. Et voilà, et le livre s'est vendu à 15 000 exemplaires, ce qui, pour le coup, en fait vraiment un succès. Quelques images à la Maison de la Photo à Lille, aux Archives nationales. Et voilà. Et donc, c'est un livre aussi qui a été adapté. Donc, j'ai co-réalisé... excusez-moi, il y a un petit doublon des racines de la colère. J'ai co-réalisé donc avec Laurence Deleur un film pour France Télévisions, pour France 2, dans le format infrarouge, donc qui a été diffusé en octobre dernier. Donc voilà, c'est encore une excroissance, on va dire, de ce travail.
Donc j'ai lancé un troisième projet à partir de l'automne 2019 et j'ai souhaité travailler sur les travailleuses du care, c'est-à-dire sur ces travailleuses essentielles qui prennent en charge nos fragilités, nos vulnérabilités. Pour moi, c'est encore un projet qui s'inscrit complètement dans la continuité des précédents, c'est-à-dire que en travaillant beaucoup sur les classes populaires, voilà, j'ai été amené à observer que notamment les femmes étaient souvent surreprésentées dans ces métiers du lien, dans ces territoires dits périphériques, mais aussi dans les banlieues. Et puis, c'est vrai que pour avoir documenté beaucoup la naissance du mouvement des Gilets jaunes, sur les ronds-points notamment, il y avait aussi une surreprésentation des femmes à l'époque, de femmes qu'on ne voyait pas dans les manifestations habituellement et qui très souvent étaient aides à domicile, assistantes maternelles, travailleuses sociales. Et j'ai voulu aller plus loin et faire un livre, un travail documentaire sur leur métier. Donc évidemment, moi, quand on part sur des projets comme ça qui vont nous lier les mains pendant 2 ans, il faut aussi se donner les moyens de pouvoir les mener à bout. Certes, on a des contrats d'édition, même quand les livres se vendent bien, les avaloirs ne sont pas forcément suffisants pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions et tout à fait librement. D'où l'importance d'aller chercher aussi des financements. Donc pour les Racines de la colère, j'avais eu la chance d'être soutenu par le Forum Vie Mobile. Pour ce projet, j'ai été soutenu par une fondation d'entreprise. J'ai aussi poursuivi, même si c'était moins officiel, une collaboration avec des chercheurs en sciences sociales et en sciences humaines. Alors petite parenthèse, avec les Racines de la colère, c'est un livre aussi qui a été présenté dans le cadre du premier salon d'écriture des écritures alternatives en sciences sociales au MUSEM à Marseille en janvier 2020. Voilà, parce qu'il y a aussi véritablement l'idée dans mon travail toujours de proposer des écritures extrêmement accessibles pour justement des objets qui abordent des questions en sciences humaines et sociales assez complexes. Voilà, donc j'ai poursuivi évidemment, même de manière plus informelle, cette démarche pour ce projet. Voilà. Donc là, je vous ai mis quelques photos sorties de mon téléphone pour vous montrer un peu la fabrique, parce que il y a donc le travail de terrain, ça c'est une chose. Mais il y a le travail d'écriture. Donc quand on fait un roman photo-documentaire, comme je vous le disais tout à l'heure, on sort une masse énorme d'informations. Les femmes du lien, c'est 35 000 photos, c'est 5 000 photos éditées. Donc quand je dis éditées, c'est que quand on revient 2-3 jours de travail, on va passer 2 jours à trier les photos, à les sélectionner, à les traiter aussi, évidemment, à bien les ranger dans un petit dossier. Classé chronologiquement, évidemment, par personnage. On fait la même chose avec les sons, on réécoute les enregistrements. Alors, c'est pas moi qui les ai retranscrits formellement pour ce livre, ça a été ma grande chance, j'ai été aidé. Mais on le réécoute, voilà, pour bien mémoriser les choses. Et puis, quand on passe ensuite à la fin, donc à la phase d'écriture, donc là, je commence ma phase d'écriture en décembre 2021, et ça se poursuit jusqu'en juin 2022. Il y a évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, un travail de séquençage qui est assez complexe. Moi, je travaillais avec un cahier, comme vous pouvez le voir derrière, où j'imagine à peu près les cases par rapport au dialogue que j'ai prévu, et par rapport à une sélection d'images qui correspond à chaque fois, si vous voulez, à un storyboard qui se réalise un peu en temps réel, un petit peu comme dans un film documentaire. Sauf que là, il y a une différence par rapport au travail documentaire quand on filme, ce que j'ai pu expérimenter avec nous, les enfants de Denain, c'est qu'on a un dispositif qui est beaucoup plus léger. Mais voilà, on s'adapte un peu à la vie des protagonistes. On essaye d'anticiper un petit peu ce qui va pouvoir présenter un intérêt dans la mise en récit. Puisqu'il s'agit, même si c'est un travail documentaire, il y a une mise en récit et il y a l'idée, si vous voulez, de proposer un récit qui soit sensible et qui emmène le lecteur dans des univers. Voilà, il y a l'idée de proposer finalement l'expérience que j'ai vécue, qui est une forme un peu d'immersion, on va dire,
aussi au lecteur. C'est-à-dire que c'est vraiment l'idée de le prendre par la main et de faire en sorte que les paroles de ces femmes résonnent dans un environnement particulier. Voilà. Donc on voit tous les petits post-it de couleurs, les stabilos. C'est pas le fait du hasard. C'est une façon de m'y retrouver aussi dans les dialogues, dans les séquences. Voilà, c'est presque obsessionnel quand on le fait. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai dit 35 000 photos, 5 000 photos éditées et près de 200 heures d'enregistrement. Voilà, et donc à l'arrivée, le livre, c'est 1h50 d'enregistrement. Donc il faut ressortir, là encore, le meilleur. Donc Les Femmes du Lien, voilà, c'est le dernier livre, il est sorti en septembre dernier. Donc voici quelques planches. Alors là, pour le coup, c'est pour moi l'ouvrage le plus abouti des trois, dans la mesure où je commence enfin j'ai mis en fait en place un peu un dispositif d'écriture, voilà, pour faire vite, mais qui, je pense, évoluera encore, mais qui commence à être, disons, beaucoup plus rationnel et abouti. Donc il y a toujours évidemment l'idée de mélanger dans les planches et de varier, en fait, hein, comme vous pouvez le voir derrière moi, la typologie de l'organisation des planches. Hein. On ne va pas refaire à chaque fois la même chose. On ne va pas faire des planches identiques, évidemment, à chaque fois. Donc il y a un gros travail avec toute une équipe. Hein. Je ne suis pas tout seul. Il y a une directrice artistique. Il y a évidemment 2 éditeurs aux arènes. Il y a l'éditeur principal du département BD, puisque je suis édité dans le département BD des arènes, et de l'éditrice qui suit tous les ouvrages de sciences humaines et de sciences sociales. Voilà, donc là, je rappelle un peu les chiffres. Et là aussi, il y a de la bande dessinée. Donc, vous voyez, c'est joli, il y a plein de couleurs. Puisque, en fait, chaque chapitre est consacré à une femme. Il y en a 8 en tout dans le livre, avec différents métiers. Chaque chapitre s'ouvre sur une séquence de bande dessinée qui est le fruit du parcours de vie de ces femmes. Donc j'emploie le mot parcours de vie puisque c'est un terme qu'on emploie en sociologie, hein, c'est leur biographie, elles se sont racontées, parce qu'avant d'être des femmes du lien, elles ont été des petites filles, et comme petites filles, elles ont connu, comme beaucoup de petites filles, une forme d'assignation sociale de genre à l'exécution des tâches domestiques. Et c'est ce que je voulais évidemment raconter pour expliquer pourquoi nous avons 90% de femmes dans ces métiers. Donc ce sont des séquences extrêmement courtes, hein. On est entre 3 et 7 pages selon les protagonistes. Hein. Celles qui ont un parcours migratoire, évidemment, on raconte le parcours migratoire, ce qui fait qu'elles sont rentrées dans ces métiers. J'accélère un peu parce qu'on va être peut-être un peu juste. Voilà, donc là, les retombées, on est encore dedans. C'est-à-dire que le livre est sorti en septembre, mais je suis toujours pas sorti de la promotion du livre. Et là, au niveau des rencontres, on en sera cet été à 80 rencontres organisées, ce qui est absolument énorme. Là aussi, dans des cadres extrêmement variés, avec en plus cette fois-ci les cadres professionnels. C'est-à-dire que c'est un livre qui est largement diffusé auprès des aides à domicile en France, notamment. Elles sont 850 000. On les voit jamais dans les expositions photos, on les voit jamais dans les librairies. Là, elles sont là. Hier soir, on y était encore à la médiathèque. Donc, il y a vraiment l'idée aussi d'un travail d'éducation populaire. Et c'est là que ça devient intéressant, quoi. Et c'est là que on trouve un sens un peu à notre travail, ce qui n'empêche pas de faire des interventions dans des colloques universitaires, des grandes écoles et tout. Hein. Les deux ne sont pas du tout incompatibles et c'est très bien comme ça. Voilà, alors je vous ai mis quelques références bibliographiques, on va rester là-dessus parce que comme ça vous permet de noter, mais le roman photo documentaire est un travail qui fait l'objet aussi, depuis que j'en fais, de beaucoup de publications de chercheurs, dont Daniel Méo, que j'ai cité dans les références, mais il y a eu aussi, comme vous le savez, un peu une résurgence du roman photo ces dernières années, avec Battens, qui a écrit ce livre. Puis il y avait eu l'exposition du MUSEM et du musée de Charleroi aussi. Hein. Voilà, il y a eu aussi ce travail de Jean-Paul Guérin, plus récent, bande dessinée et roman graphique au travail, qui a fait une recension tout à fait intéressante sur mon travail. Voilà. Puis moi, j'avais aussi écrit une publication pour le HESS et la Revue internationale d'anthropologie du politique, hein, puisque qui étaient les actes d'un colloque qui avait eu lieu
sur la recherche et les gilets jaunes, sur lequel j'avais été invité au titre de mon travail pour les racines de la colère. Donc c'est une publication d'une vingtaine de milliers de signes qui donne des informations complémentaires par rapport à ce que je vous ai dit aujourd'hui.